Et nous allons commencer, bienvenue mesdames, messieurs, pour cette table ronde, la première au Energy Meeting sur le sujet de l'IA. Le titre, c'est l'intelligence artificielle responsable dans l'industrie du bâtiment. Alors, je vais vous présenter d'abord nos invités, en partant de ma droite vers la gauche. Laurent Tardif, ex-PDG Europe du groupe Prysmian, un groupe international présent dans 50 pays, spécialiste dans les câbles d'énergie et télécom, c'est 30 000 employés, mais surtout président de la FIEC, Fédération des industries électriques et électroniques de communication. C'est 27 organisations professionnelles et 8500 entreprises. À sa gauche, Philippe Rambach, vice-président de Schneider Electric et directeur de l'IA au sein du groupe. Je rappelle que Schneider Electric, une société française, 135 000 personnes dans le monde. À sa gauche, Jérôme Blasi. Jérôme Blasi est directeur des technologies de l'information au CSTB. CSTB, c'est le temple scientifique du bâtiment. Je rappelle, CSTB, c'est 1000 personnes et 200 chercheurs dans le bâtiment. À sa gauche, un architecte, Bruno Rennes, pas n'importe lequel, il est élu au Conseil national de l'Ordre des architectes. Bien. Alors, ce sujet est présent, comme vous le savez. Il va sans doute révolutionner nos modes de vie, nos industries. Et pour vous en parler, la première question va être à Laurent Tardif. Alors, Laurent Tardif, vous représentez les industries, toutes les industries électriques en majorité, et électroniques et de communication. Il est clair que la France s'électrifie, en tout cas pour l'objectif 2050 et plus tard également. Donc si cette France s'électrifie, votre fédération est mise en avant au premier plan. Comment vous pensez qu'au niveau des sociétés, des entreprises d'électricité, l'IA va avoir un rôle à la fois interne, c'est-à-dire toutes ces sociétés, comment elles vont peut-être travailler leurs process, mais aussi en externe en termes de services? Bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Parler de l'IA, c'est un sujet dont nous tous, nous entendons parler tous les jours en ce moment. Et donc, la réponse à cette question est assez difficile, mais je voudrais d'abord démystifier un peu ce qu'est l'IA de deux façons. La première, c'est de parler de l'acronyme. L'acronyme IA, en américain, AI ou AI. Le I, je me plais à dire parfois que le I de Intelligence en anglais, c'est celui de la CIA. Donc ce n'est pas celui qu'on imagine nous quand on pense à l'intelligence française ou à l'intelligence européenne, puisqu'on l'a traduit comme ça dans d'autres pays européens. Et derrière le I de CIA, on parle de renseignement, on parle d'information, on parle de traitement de l'information. Et en fait, si les Américains ont inventé cet acronyme, que nous on a traduit comme on l'a traduit, et le mot intelligence me va très bien et nous va très bien, mais il faut bien comprendre que cette IA va d'abord traiter des sujets d'information et aller chercher de l'information, travailler de l'information et extraire des résultats aux questions qu'on va lui poser. D'accord? Grâce à quoi? Grâce d'abord à une bonne structuration des bases de données. Alors c'est ce que certains appellent les big data ou d'autres termes autour de ça, mais des bases de données qui vont être sur des serveurs centraux, mondiaux, et qui vont être la base, la matière première de cette IA pour travailler, pour apprendre. Donc ça, c'est un sujet très important. Nos industries à la FIEC, évidemment, participent à la construction de ces data centers, aussi bien sous l'angle de l'information que sous l'angle de l'énergie, puisque vous le savez, on va consommer beaucoup d'énergie dans ces data centers. L'autre grand sujet, l'autre grande innovation qui nous permet cette IA, ce sont bien sûr les processeurs, des processeurs des puces à très très grande vitesse aujourd'hui, qui permettent de faire plein de choses au niveau graphique, au niveau vitesse de calcul, et surtout qui permettent à nos meilleurs ingénieurs d'écrire des algorithmes, lesquels les algorithmes peuvent aller jusqu'à être génératifs, mais ça, d'autres vont en parler mieux que moi. Donc ces sujets-là, et ces sciences, je reviens sur Big Data, Machine Learning en anglais, donc machine apprenante, sont la base de l'IA. Dans certaines écoles d'ingénieurs, on n'a pas de cours sur l'IA.
on apprend ces sciences, on apprend les puces, comment les fabriquer, on apprend les data centers, on apprend comment structurer les bases de données, on apprend comment écrire les algorithmes. Et c'est ce qui va nous permettre à nous tous demain, de travailler avec cette fameuse IA. Voilà. Donc, après avoir, j'espère, démystifié un peu ce qu'est l'IA, selon moi, et selon nous, à la FIEC, bien sûr, nous voyons ça comme une continuation de tout ce qu'on a appelé l'automatisation. L'automatisation, on va dire l'automatisation augmentée aujourd'hui. Et là, je ferai un rappel très simple. Il y a une trentaine d'années, dans les médias, on nous parlait de robotique. On nous parlait de robots dans les usines. On nous faisait peur avec des robots qui allaient remplacer tous les ouvriers. L'industrie automobile est un superbe exemple. Si vous regardez les usines automobiles aujourd'hui, elles sont pleines de robots. Mais heureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent dans ces usines pour faire travailler ces robots, pour concevoir les voitures ou pour les vendre. Donc, cette robotique, on l'a aujourd'hui adoptée. Ce n'est plus du tout une crainte pour nous tous. Et derrière cette robotique, on a réussi à améliorer la vie de nos employés et on a réussi à créer plus vite, plus souvent, des voitures plus jolies et qui sont plus performantes. Et donc on voit bien que c'est un outil qui nous a permis de progresser et l'IA nous permettra de faire la même chose. Bien, merci pour cette intervention. On va passer à Philippe Rambach. Alors Philippe Rambach, vous avez cette vision d'une multinationale française, Schneider Electric. Donc vous êtes dans l'application et dans l'application monde, j'ose dire. Et le but de vos applications, c'est sans doute d'aller vers des solutions meilleures sur la décarbonation et autres. Et bien, j'aime bien rappeler qu'en dehors de l'intelligence artificielle, l'humain, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans de ça, nous sommes arrivés déjà à faire des économies, 10% d'économies en éteignant les lumières juste par quelques spots télévisés. Alors, si on a gagné 10% juste avec quelques spots télévisés, est-ce que l'IA, première question, va nous rapporter encore plus, mais surtout, est-ce qu'on ne va pas dépenser plus de carbone aussi pour générer de l'intelligence artificielle? Double question. Tout a été dit déjà presque, bravo. En quelques mots, l'IA responsable dans le bâtiment, ça veut dire quoi pour nous? D'abord, ce qui n'est pas responsable quand on fait de l'IA et qu'on est un industriel, un professionnel du bâtiment, c'est faire de l'IA parce que c'est fun, parce qu'un consultant est passé et a dit DeepSeek a sorti un nouveau machin, il faut l'utiliser. Faire de l'IA responsable, c'est faire de l'IA avec une volonté claire, un impact décidé qui peut être différent selon les métiers d'architecte, de scientifique, de fabricant de câbles, de Schneider Electric, mais c'est faire de l'IA avec un but clair. Nous, dans le bâtiment et en général, notre but, c'est d'utiliser l'IA pour aider nos clients à être plus sustainable et fondamentalement en les aidant à utiliser moins d'énergie et plus d'énergie verte. Donc vous allez être surpris peut-être parce que, pour revenir aux journaux que vous citiez, quand on ouvre les journaux et qu'on pense IA et climat, la corrélation en général est négative. On pense à l'impact de consommation des data centers, on pense à l'impact de consommation des ordinateurs, du calcul. Or, aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut réellement aider à la décarbonation, aider à lutter contre ou aider à la transition énergétique. Et j'explique un peu pourquoi et comment. Le premier grand pilier, en fait, c'est l'IA peut nous aider, et ça peut paraître paradoxal, à utiliser moins d'énergie. Comment est-ce qu'on utilise moins d'énergie? Dans tous les process, et ce process, ça peut être fabriquer des voitures, ça peut être chauffer un bâtiment, ça peut être alimenter un data center, mais si on veut utiliser moins d'énergie, je vais faire un tout petit peu de science, il faut un modèle. Un modèle qui va prendre des paramètres en entrée, en sortie ce qu'on veut, par exemple la température de cette pièce, et grâce à ce modèle, on va pouvoir optimiser les paramètres pour utiliser moins d'énergie. Prenons l'exemple de cette pièce et imaginons que les organisateurs de ce forum voudraient qu'à 8h du matin ou à 9h du matin, quand tout le monde arrive, la température soit confortable de 22 degrés. Certains jours, il faudra démarrer le chauffage à 7h. Certains jours, on peut le démarrer à 8h moins le quart, en fonction de l'humidité, de la température extérieure, de tout un tas de paramètres. Pour prendre cette décision et démarrer le chauffage au plus près du besoin, la première méthode, c'est d'avoir un modèle physique. Demander à un scientifique de venir calculer les pertes thermiques par les murs, le plancher, le plafond. Et grâce à ça, en fonction d'un modèle physique, décider
comment on va chauffer cette salle pour minimiser l'énergie utilisée. Évidemment, c'est impossible. On ne va pas envoyer des physiciens dans tous les bâtiments de la Terre, mesurer les coefficients thermiques de tous les murs de la Terre. Et c'est là que l'IA, avec sa capacité de machine apprenante, va pouvoir toute seule modéliser, comprendre quelle est la réaction du bâtiment quand on lui fournit de l'énergie, comment la température évolue en fonction de la quantité d'énergie apportée, de la température, du nombre d'occupants de la pièce, enfin de plusieurs paramètres. Et grâce à ça, optimiser. Et grâce à ça, on peut gagner 20 à 30% des coûts de chauffage, de climatisation. Et les solutions existent aussi bien à l'échelle d'une pièce que d'un bâtiment, que d'une usine, que d'un ensemble de bâtiments. Grâce à cette IA, on va être capable, partout où on n'est pas capable de construire un modèle physique, de construire un modèle à base auto-apprenante, à base de données, et grâce à ça, d'utiliser le modèle pour optimiser et réduire la quantité d'énergie utilisée. Et faire de l'IA responsable, c'est s'assurer que ça marche bien. Et ce qu'on vérifie, nous, par exemple, c'est que pour 1 tonne de carbone émise pour faire tourner le modèle qui optimise tout ça, on constate qu'on en sauve, selon les bâtiments, entre 500 et 1000 par les économies de chauffage, etc. Donc le premier pilier, c'est on utilise l'IA pour consommer moins d'énergie pour le même outcome. Le deuxième pilier, c'est bien d'utiliser moins d'énergie, même si cette énergie est la source de pétrole ou de gaz, moins on en utilise, mieux ou moins on impacte la planète. Mais évidemment, si on veut vraiment décarboner, l'unique solution, et ce n'est pas uniquement parce que je travaille chez Schneider Electric, l'unique énergie qui peut être entièrement décarbonée, c'est l'énergie électrique. Elle peut l'être, mais elle ne l'est pas nécessairement. Et n'oubliez jamais que sur le réseau électrique, il faut en permanence équilibrer la production et la demande. Or, les seules centrales, les seules sources d'énergie qu'on sait démarrer extrêmement rapidement pour équilibrer la demande quand il y a ce qu'on appelle un pic de demande, ce sont des centrales à gaz ou à pétrole, parce qu'elles sont rapides à démarrer, des espèces d'énormes groupes électrogènes. Et donc là, l'électricité devient carbonée. Donc le deuxième enjeu pour décarboner le bâtiment, c'est de s'assurer qu'une fois qu'on a électrifié le chauffage, qu'on a mis des pompes à chaleur, s'assurer qu'il n'y a pas de pic de demande. Et à nouveau, l'IA aide. Et je vais finir sur cet exemple-là. Prenez un bâtiment, le Louvre n'a pas dû le faire, ils ont d'autres problèmes, un bâtiment un peu plus tertiaire, un peu plus industriel. Vous voulez, en tant qu'architecte, en tant qu'utilisateur, en tant que constructeur, faire un bâtiment le plus vert possible. Vous allez mettre, par exemple, des panneaux solaires sur le toit, des panneaux solaires sur les parkings, quelques batteries pour équilibrer, de la génération à base de vent. Et si vous utilisez ce que vous produisez, c'est très bien. Mais c'est probablement pas optimum, parce qu'en fait, il est probable que quand le soleil brille pour tout le monde, il brille pour vous aussi. Si vous consommez de l'énergie verte en dehors des périodes de pointe, en France, l'énergie est déjà décarbonée, pas beaucoup d'impact. Où les AI peuvent vous aider, à nouveau, ça va être, grâce à l'AI, de prédire la consommation du bâtiment, en apprenant du passé, prédire la production de vos moyens, et à partir de là, d'optimiser, et tous les quarts d'heure, par exemple, de décider s'il vaut mieux vendre l'énergie verte produite au réseau parce qu'il y a un pic de demande et le réseau est très carboné, ou s'il vaut mieux l'utiliser, ou s'il vaut mieux la stocker pour demain. Vous voyez l'idée, vous prédisez, enfin l'AI prédit, et grâce à ça, optimise les choix. Et pour finir, ce que j'aime dans nos exemples, c'est que très souvent, on oppose l'efficacité économique et l'efficacité environnementale. Et évidemment, si vous utilisez moins d'énergie, non seulement vous générez moins de carbone, moins de pollution, mais en plus ça coûte moins cher. Et si vous évitez d'utiliser l'énergie au moment du pic de demande, non seulement elle est très carbonée, mais elle est aussi très chère, puisque les utilities essayent évidemment de réduire ces pics de demande en jouant sur le prix. Voilà, donc l'AI, dans le bâtiment, responsable, peut nous aider réellement à accélérer la lutte contre le réchauffement et la transition énergétique. Oui, je voudrais rajouter qu'en plus, le ratio que vous avez dit de décarbonation, dans ce que vous consommez par rapport à ce que vous économisez, de 1 à 500 ou de 1 à 1000, ça part sur une électricité qui est décarbonée principalement en France. Donc, absolument. C'est un peu intéressant, ça aussi. Enfin, pour la France, en tout cas. La deuxième chose, également, c'est que des industriels comme vous, multinationales, je crois que vous vous engagez à attester ce type de résultats. Que ce ne soit pas quelque chose qui soit totalement empirique, ni même autre chose, puisqu'à un moment donné, les gens qui vont dire « oui, ce ratio existe », il va falloir le montrer. Ah bah, pour ceux qui sont intéressés, il y a des très bons papiers, de bons niveaux scientifiques, avec pas mal d'équations, donc il faut quand même être un peu accro. Mais ça se démontre et ça se démontre bien, mais c'est des bonnes maths quand même. Hein.
Bien, merci en tout cas pour cette intervention. En tout cas, maintenant, nous allons passer à donc, Jérôme Blasi, qui est donc directeur technologie de l'information CSTB. On parle d'IA responsable avec toutes ces données dans le bâtiment. Qu'est-ce que cette transition va nous permettre? Et là, j'ai bien compris qu'on va pouvoir prédire, optimiser, modéliser, faire gagner déjà au sein du bâtiment. Ensuite, on parlera peut-être au sein de l'urbain. Comment le bâtiment, d'après vous, est en train d'évoluer avec ce qui existe actuellement, DPE ou je ne sais autres, et ensuite évoluera. Quels outils sont en préparation déjà au sein de votre service? Alors, on a déjà dit beaucoup de choses et c'est très bien parce que c'est un vaste sujet, donc je pense qu'on aura largement peu le temps de tout exposer, mais en synthèse, on est effectivement face à un vrai changement. Je pense tous à votre niveau de compréhension même de l'IA, vous avez bien perçu qu'on est en train de vivre un moment un peu particulier. Certains comparent l'IA à une révolution, c'est quasiment copernicien si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a des sujets aujourd'hui avec l'IA où on dit les choses ne seront plus pareilles à partir de maintenant. Et quand on a dit ça, on a à peu près tout dit ou rien. L'idée pour le bâtiment, c'est qu'on s'est posé exactement la même question. On s'est dit, qu'est-ce qui jusqu'ici, pour faire face à ces enjeux qui ont été évoqués, la décarbonation, enfin je ne vais pas les réévoquer, on est plutôt au bon endroit ici pour ces sujets-là, on les connaît. Qu'est-ce que l'IA va apporter véritablement? Donc il y a à la fois la promesse, le fantasme, et puis la réalité d'un plafond de verre peut-être technologique qui va apporter des solutions qui jusque-là n'étaient pas des solutions accessibles ou des solutions réelles. Et donc l'IA aujourd'hui, on s'en rend compte très vite, est en train de cocher un peu toutes les cases. Et c'est à la fois effrayant parce que pour le bâtiment, on se dit, voilà, effectivement, il y a des notions de données très importantes pour le bâtiment. Le jumeau numérique du bâtiment, cette vision de virtualisation complète, de modélisation parfaite, la capacité derrière un ordinateur de promouvoir peut-être des travaux qui n'ont pas encore commencé et d'optimiser au maximum et les investissements et les retours sur investissement, c'est Star Trek, hein, si vous voulez. On est plutôt dans une dimension fiction vraiment intéressante. Évidemment, c'est bâti sur un savoir-faire en termes de recherche, c'est ça, mais on n'invente rien aujourd'hui, mais on sait qu'on va inventer beaucoup de choses grâce à l'IA. Donc, il y a des perspectives formidables. L'autre effet un peu pervers, si vous voulez, dans cette dimension-là, c'est qu'on se dit, mais quand même, est-ce que l'idéal n'est pas l'ennemi du bien et jusqu'où on doit aller trop loin avec l'IA? Est-ce que c'est un outil qui va venir optimiser dans une certaine dimension nos capacités existantes à mieux modéliser? Très bien, et donc la place de l'humain est importante, l'expertise, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui l'IA, c'est une illusion encore à l'heure où on se parle. Voilà. On est face, vous l'avez tous testé avec des chats GPT, etc., sur l'IA générative. Il n'y a pas que l'IA générative, hein, ça c'est le haut de l'iceberg. Mais ça parle à tout le monde, donc je parle plutôt de l'IA générative. On a le sentiment d'une magie de réponse. En réalité, l'expertise aujourd'hui, elle n'est pas la caractéristique de l'IA. L'IA, c'est statistique, c'est généraliste et c'est bâti sur ce que l'humanité a produit en fait. Voilà. Donc l'IA est intelligente parce que l'humanité a été suffisamment intelligente pour documenter, vous parliez de l'information, la première révolution, c'est celle de l'information. Et c'est grâce à ce tissu-là qu'aujourd'hui, on a une IA qui est capable de nous faire croire qu'elle a une expertise qu'elle invente. Et le vrai enjeu pour le bâtiment, pour l'urbain, pour l'échelle même on parlait beaucoup de la Smart City il n'y a pas encore si longtemps, c'est de se dire, mais est-ce que véritablement je vais savoir, moi expert, alors je vous dis moi, je ne parle pas de moi en particulier, mais du chercheur qui s'interroge, est-ce que je vais être capable d'utiliser cet outil jusqu'au point où je ne perds plus cette expertise, mais je l'enrichis grâce à l'outil. Et inversement, je n'appauvris pas mon expertise. Et dans le bâtiment, c'est un peu ça notre question. Est-ce qu'on doit faire jumeau numérique de tout? Ça, c'est pour répondre à votre question. Est-ce que toutes les données, et donc la masse de données, et là on rentre dans un espèce de cercle un peu de course en avant, il faut bien générer ces données, il faut bien les stocker, donc il y a l'environnement qui est impacté, il faut refroidir tout ça, c'est de la masse de calcul, etc., etc. Donc est-ce que j'ai besoin d'autant de données pour finalement répondre à quelle question? Et quand on analyse la question initiale, c'est vivre mieux, polluer moins,
mieux respirer, avoir chaud l'hiver et avoir frais l'été, etc., etc. Donc c'est des questions qui finalement ne méritent peut-être pas toujours une telle dépense, une telle course en avant, une telle exagération, et là on le voit en ce moment, il y a beaucoup d'exagération autour de l'IA. Et donc pour revenir, et je finis là-dessus, mais notre approche aujourd'hui, en tout cas au CSTB, c'est, nous sommes face à une des plus grosses révolutions, parce que ça va transformer les usages, qu'il faut absolument utiliser, s'approprier, dans une certaine mesure, en gardant à l'esprit, et c'est ça qui est important, c'est cette responsabilité et cette raison autour de l'IA, comment nous devons utiliser l'IA pour enrichir nos modèles, faire des prédictions utiles, sans perdre la question initiale et la finalité. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure très justement. Si on crame plus de gaz que ce qu'il faudrait pour faire un chemin, bon, est-ce que vraiment on a réussi la route et puis est-ce qu'on a atteint le but? Donc voilà pour répondre à la question. Oui, l'IA est une vraie révolution, un vrai traitement de données qu'on n'avait pas avant. Oui, on sera capable sans doute de prédire des choses qu'on ne prédisait pas. Oui, on pourra faire des modèles, mais faisons-le de manière raisonnée, raisonnable et durable. Très bien, parfaite transition pour votre voisin. Donc l'IA va plus vite, l'IA va mieux. Est-ce que l'IA va changer les métiers? La réponse est oui. Alors vous êtes architecte. Aujourd'hui, comment vous utilisez l'IA? Comment vous allez évoluer avec l'IA? Troisième question, comment pensez-vous gérer les droits de propriété intellectuelle de l'architecte? Bien, déjà bonjour, bonjour tout le monde. Effectivement, je suis architecte et je ne suis pas juriste, donc sur la propriété intellectuelle, je vais dire un certain nombre de choses, mais je ne suis pas juriste. Concernant la profession d'architecte, aujourd'hui, on a quelques chiffres qui datent du mois d'avril 2024. Ces chiffres disent un certain nombre de choses. À peu près la moitié des architectes craignaient en avril 2024 l'arrivée de l'intelligence artificielle pour des causes de plagiat, enfin en tout cas la peur du plagiat de leurs travaux, le pillage finalement de leurs données. 44% pensaient que c'était une nécessité parce que les projets deviennent de plus en plus complexes et que l'IA pouvait être un outil, un super outil finalement pour pouvoir aborder ces projets de mieux en mieux. Et seulement 19% l'utilisaient au mois d'avril. Parmi ces 19%, il y en a à peu près 80% qui utilisent, allez, on va dire, je vais dire Mistral pour ne pas dire ChatGPT, ça changera un petit peu, l'utiliser pour de la bureautique, d'accord, de la gestion de données, de l'écriture de texte, de la gestion d'appels d'offres, de l'analyse d'appels d'offres, enfin ce genre de choses. 60% de ces 19% utilisent l'intelligence artificielle pour de la production d'images. Donc la production d'images, on va dire que ça se fait plutôt au niveau de l'esquisse, au niveau de la recherche, c'est de la recherche d'idées. Ça peut être de la recherche d'ambiance pour montrer à ses clients et essayer de faire avancer le projet. Mais on est dans de la recherche, on n'est pas dans de la production finie. Un certain nombre, là on n'a pas de chiffres, mais on sait qu'il y en a un certain nombre qui l'utilisent pour faire du pré-calcul en début de projet, pour voir au niveau structurel du dimensionnement, au niveau photovoltaïque, calcul de chauffage, épaisseur d'isolant. Un certain nombre peuvent l'utiliser pour ces choses-là. Et seulement 9% de ces 19% l'utilisent à des fins de production de plans, d'accord, d'optimisation de plans. Donc on est dans les prémices finalement de l'utilisation de cette intelligence artificielle. Et quand je dis les prémices, on voit bien à quelle vitesse avance l'intelligence artificielle et on est vraiment au tout début et je pense que l'avenir nous dira de quelle manière on va l'utiliser. Alors si on en vient à la propriété intellectuelle, vaste sujet. Peut-être avant tout, on peut dire que la vraie crainte, effectivement, c'est celle du pillage des idées. C'est le big data, où est-ce qu'il va chercher ses données
Et la vraie crainte, c'est celle-là. Et celle-là, elle n'est pas tranchée aujourd'hui, elle ne sera pas tranchée demain, elle va se trancher au fil du temps. Mais il y a une vraie interrogation sur cette question-là. Et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas, et je pense que personne dans l'Assemblée, d'ailleurs, n'a la réponse à cette question-là. C'est en tout cas une question qu'il faut se poser, auquel il faut essayer d'apporter des réponses dans le temps et sur lesquelles il faut trouver les moyens de se protéger. Peut-être qu'une des réponses, c'est de parler de Mistral et plus de ChatGPT, par exemple, peut-être. C'est peut-être un élément de réponse. Concernant la propriété intellectuelle, aujourd'hui, cette question, elle soulève en fait 3 questions juridiques. La première, c'est le projet architectural qui a été créé avec une intelligence artificielle. Est-ce que c'est une création originale de l'architecte ? Alors, j'ai quelques éléments de réponse. En droit français, une œuvre, c'est une œuvre de l'esprit, d'accord ? Et il faut qu'elle ait été qualifiée d'œuvre aussi, et elle est qualifiée d'œuvre par un juge, d'accord ? Donc il faut toujours garder ça en tête. C'est pas parce qu'on a produit quelque chose que c'est une œuvre. Il va falloir qu'elle soit qualifiée à un moment donné par un juge. Donc ça, c'est la première dimension. Et donc, ça doit être une œuvre de l'esprit. Or, aujourd'hui, une machine, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas œuvre d'esprit. Donc, il va falloir que l'architecte arrive à expliquer comment il est intervenu dans cette création en tant qu'œuvre de son esprit, même s'il l'a fait avec l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'écrire un prompt, c'est une œuvre de l'esprit ? Dire au même titre qu'un pinceau et de la peinture permettent de faire une œuvre d'art, on peut se poser la question. Toujours pareil, je n'ai pas la réponse à ça, mais ce sont des questions qu'il va falloir se poser. Après, la deuxième question, c'est l'IA peut-elle être propriétaire de ses créations ? Aujourd'hui, le Code de la propriété intellectuelle, il dit que seul un humain ou une entreprise peuvent être titulaires du droit d'auteur. Donc, finalement, la machine, non. Mais l'inventeur de la machine, c'est-à-dire l'entreprise, peut-être. Donc ça, c'est pareil, des choses qu'il va falloir trancher dans le temps. Et la troisième question, c'est qui détient les droits qui détient les droits de cette œuvre qui a été créée au travers de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui va pouvoir toucher de l'argent. Et là, on voit bien qu'avec ce que je vous ai dit auparavant, ces royalties, si on veut, pourraient revenir aux 2 personnes. Et là, il va falloir que les architectes aussi regardent quelles sont les clauses dans les contrats des logiciels d'intelligence artificielle, comment ils ont été écrits, est-ce que c'est open source, est-ce que ça appartient à l'entreprise qui a créé cette intelligence artificielle. Donc il va falloir faire preuve de méfiance, il va falloir lire, regarder, faire attention à tout ça. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois l'avenir. Et il y a, comme vous venez de le voir, beaucoup de questions qu'il va falloir se poser et qu'il va falloir faire avancer au fil du temps. Merci, merci. Préparez vos questions dans un petit quart d'heure. On va faire un deuxième tour de piste, si j'ose dire. Laurent Tardif, quelque chose m'a interpellé tout à l'heure sur l'avantage de l'IA en termes de sécurité, de mieux, de plus sûr, de meilleur. L'exemple de la voiture, par exemple. J'aimerais aussi poser la question aussi difficile de la faille de sécurité. Ça, je ne sais pas qui peut se lancer là-dedans. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est que ça va être mieux. Alors, est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour bien sensibiliser et bien préciser votre question ? Ça va être mieux. Je crois que ce premier tour, entre nous 4, je crois que vous a déjà donné un premier éclairage. Pourquoi ça va être mieux ? Je vais essayer d'y répondre par un exemple concret. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de principes, un certain nombre de choses. Mon groupe, mon entreprise industrielle, je vais prendre un exemple personnel, au-delà de la FIEC, même si on est adhérent de la FIEC, bien sûr, qui fabrique des câbles dans 100 usines dans le monde. On s'est mis au travail déjà, on a déjà des comités IA, on a déjà commencé à réfléchir à comment on allait utiliser ce nouvel outil qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaît pas encore très bien. Et on s'est très vite rendu compte qu'on avait un gros intérêt dans une entreprise industrielle à utiliser ce genre d'outils pour aller chercher
toutes les informations qui étaient disponibles dans tous les recoins de ces 50 pays où nous avons 100 usines qui est truffée d'informations très intéressantes pour les 100 usines. D'accord ? Donc une dimension mondiale d'un groupe comme le nôtre lui permet d'aller chercher de l'information, donc, ce qui veut dire d'abord la structurer, faire du data cleaning en anglais, c'est-à-dire du nettoyage de données, créer ces fameuses bases de données, faire en sorte que toutes ces bases de données entre usines puissent se parler. On est déjà assez avancé dans ce domaine puisqu'on utilise des outils de gestion de production comme SAP ou d'autres systèmes de gestion d'ateliers avec toutes les données au jour le jour, voire à la minute à la minute. Toutes ces informations existent dans les bases de données et on va aller, grâce aux outils d'intelligence artificielle, on va aller regarder un défaut générique, par exemple, sur un produit qu'on fabrique dans un pays donné, voir est-ce qu'on n'a pas eu le même défaut dans un autre pays, dans une autre usine. Et à partir de là, rentrer dans une démarche de progrès continu. Et donc, si on arrive à faire ça, c'est clair que ce sera beaucoup mieux. Parfait. Philippe Rambach, vous êtes dans une multinationale. Il se passe des choses dans les pays, on va dire, nordiques, d'optimisation de l'énergie, je crois, au quart d'heure près. C'est-à-dire qu'on arrive à optimiser l'empreinte carbone ou l'intérêt de consommer ou de ne pas consommer de l'énergie. Vous pouvez nous faire part de cette expérience ? Oui, bien sûr. En fait, si on veut réellement transformer, grâce à l'IA, l'impact énergétique de nos bâtiments, il y a peut-être 10% ou 5% des gens qui vont le faire parce qu'ils ont une croyance fondamentale que c'est bon et bien pour la planète. Mais si on s'arrête à ces 5 ou 10%, on ne va pas impacter la planète. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse à quels sont les incentives de le faire. Et définitivement, ce que vous disiez, la dérégulation du coût de l'énergie, si l'énergie est beaucoup plus chère quand elle est carbonée, toutes ces solutions seront déployées. Si l'énergie est au même prix, quel que soit son taux de carbone, quelle que soit la demande, il n'y a aucun incentive financier à le faire. Le feront quelques progressistes, et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Mais donc l'environnement est important. Et l'environnement législatif, l'environnement financier. Et si je rebondis là-dessus, peut-être deux autres choses que je voudrais ajouter. Je reviens sur ce qui a été dit sur l'AI, et je profite que vous soyez là. Faites attention de ne pas vous faire éblouir par les marchands de magie. Generative AI, c'est formidable, et ça fait un tas de trucs. Mais ça consomme beaucoup d'énergie, et pour un bâtiment, je ne suis pas encore bien sûr de ce que ça va faire. L'AI traditionnelle, ça fait des choses très bien, avec très peu d'énergie. Et il y a toute une approche de plus en plus développée qu'on appelle frugal AI, ou AI frugal en français, consistant à dire utilisons le bon outil pour le bon besoin. Et souvent, quand on vient me voir, et je vais peut-être vous faire rire, mais quand on me dit est-ce que je peux faire ça avec de l'AI, ma première question c'est si tu peux le faire sans AI, c'est beaucoup, beaucoup mieux probablement. Et si tu ne peux pas, on va essayer, mais commençons toujours par le plus simple. Et sans tomber dans la technologie, mais j'entends parfois des avancées sur Generative AI, on a envie de dire on le fait très bien, avec des trucs beaucoup plus simples et qui consomment beaucoup moins. Donc l'AI frugal, il faut vraiment s'y intéresser. Et puis la dernière chose, simplement parce qu'aujourd'hui et demain, enfin hier et aujourd'hui, c'est donc l'AI Summit, et vous êtes dans le bâtiment, et on passe beaucoup, beaucoup de temps en Europe à se lamenter sur on n'est pas assez fort dans le cloud, on n'est pas assez fort dans les large language models, donc on va faire Mistral. Et tout ça, c'est bien et il faut essayer. Mais il y a aujourd'hui un champ extrêmement vierge, ou peu pratiqué, qui est le champ de l'application de l'AI. Décarboner le bâtiment, aider les architectes. Ce champ-là, il est à prendre pour l'Europe. Et on a des très belles sociétés dans le câble, dans l'énergie, dans le bâtiment. On est les leaders mondiaux de la construction. Au lieu, battons-nous pour faire un meilleur ChatGPT, un meilleur LLM, reprendre du cloud, mais je vous encourage tous dans vos sociétés à vous battre aussi pour investir le champ des applications de l'AI, qui lui est un champ peu développé, et où la France et l'Europe ont un rôle majeur et une avancée colossale, parce qu'on a des géants dans la construction, dans l'énergie, dans le câble, et utilisons l'AI sans trop tarder avant que les Américains ou les Chinois conquièrent aussi ce domaine-là. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une formation un petit peu à l'IA, c'est-à-dire former les gens à bien l'utiliser. À bon escient, c'est un outil qui est extraordinaire, mais en même temps qui peut être basique. Est-ce que l'IA va générer de l'intelligence ou de la médiocrité? Bon, c'est un sujet peut-être philosophique. Sur le plan de la formation des gens, des acteurs de la filière, j'aimerais aussi vous interroger sur ce plan-là.
Et après, nous passerons aux questions-réponses. Alors, pour ce qui est de la formation, il y a des grandes écoles aujourd'hui, évidemment, qui ont investi ce champ, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, mais comme toutes les technologies de rupture, c'est plutôt le moment et l'endroit de la maturité de différentes technologies. L'IA, c'est les années 50, 60, mathématiquement parlant, donc du siècle dernier, j'entends évidemment. Donc forcément, il y a un certain nombre de cursus aujourd'hui qui existent. Alors le CSTB lui-même, qui a une capacité de formation pour l'ensemble de l'ingénierie du bâtiment, propose évidemment ces formations autour de l'IA, etc. À part que nous, on est plutôt sur l'IA pour la construction, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on essaye évidemment de ne pas faire de l'IA au sens numérique et pur du terme, mais plutôt pour la finalité de la construction, et on l'envisage effectivement comme un outil. Aujourd'hui, on a, je rebondis un peu sur ce qui a été dit, on a vraiment des cerveaux, Mistral a été créé par des ingénieurs français, on a des gens aujourd'hui qui pensent et qui serviront forcément des intérêts technologiques forts autour de l'IA demain. Il faut savoir les garder. Bon, ça, je ne vais pas refaire l'histoire. Vous avez compris que c'est un vrai enjeu pour nous, mais on les génère, ces gens-là, parce qu'on a une capacité académique qui est forte. Et je finis là-dessus. Aujourd'hui, encore une fois, et je suis d'accord sur l'application, on a un petit peu de mal à définir la pertinence de l'utilisation de cet outil. Je donne 2 cas concrets très rapides. Nous, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de la base nationale des bâtiments, on fait de la prédiction de DPE. Voilà. On dit il y a une source d'information qui existe, on la capte, on agrège une trentaine de sources disponibles que tout à chacun peut aller chercher, on simplifie ça. Notre idée avec l'IA, c'est de se dire, puisqu'on a des bâtiments qui ont fait un diagnostic DPE, on a donc une localisation, on a la construction, on sait ce qui a été utilisé, on a l'ensoleillement, on a des données qui sont libres. Et donc l'appartement à gauche ou de l'autre côté de la rue, on devrait pouvoir l'imaginer, ce DPE, avant même de le faire. Donc même si ça n'est pas le DPE que vous allez avoir, vous avez une tendance qui va vous permettre de dire, voilà. Et ça, c'est en libre accès aujourd'hui. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on offre demain. Ces applications-là, nous, on les voit vraiment très clairement. On les imagine pour la suite, et la prédiction, ce que j'ai dit tout à l'heure, font partie des sujets aujourd'hui sur lesquels on pense pouvoir avancer. Et là, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des gens qui inventent ces modèles de demain. Bien. Bruno Rennes, on peut vous embêter un peu, et vous pouvez nous dire si vous imaginez l'architecte de demain. Est-ce que c'est l'architecte qui fait des plans très rapidement, qui fait des simulations énergétiques très rapidement, plusieurs simulations carbone, qui peut faire des maquettes numériques en 3D? Est-ce que vous imaginez ça? C'est un peu tout ça, oui, bien sûr. En tout cas, moi, je ne l'imagine pas comme étant un architecte augmenté par l'intelligence artificielle. Moi, je vois plutôt l'inverse. Je vois plutôt l'intelligence artificielle augmentée par l'architecte. C'est-à-dire comment l'architecte vient recontextualiser, comment il vient ramener l'histoire du quartier, l'histoire sociologique, l'histoire tout court de ce bâtiment, soit qu'il va réhabiliter, soit qu'il va construire. Parce que finalement, un projet architectural, qu'est-ce que c'est? C'est quand même la mise en œuvre d'un contexte au travers d'une forme architecturale. Et finalement, l'IA, aujourd'hui, elle n'est pas capable de faire ça. Donc, effectivement, l'architecte de demain, c'est celui qui va savoir prendre les bons outils. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, formation, oui, c'est celui qui va s'être formé, qui va peut-être utiliser des agents autonomes qui auront été développés soit pour le métier d'architecte, soit pour sa propre agence d'architecture. Finalement, il ne sera peut-être pas piller ses données parce qu'il va peut-être alimenter sa propre intelligence artificielle, cet architecte-là. Et donc c'est quelqu'un qui va être, a priori, plus efficace, plus efficient, qui va avoir peut-être des données plus tôt dans l'étude de son projet et qui va peut-être lui permettre de mener les choses mieux, plus qualitativement, parce que finalement le but c'est ça. Je rappelle que la profession est une profession réglementée, que l'architecture est d'utilité publique et que dans ce sens-là, l'intelligence artificielle doit servir le bien commun, en tout cas au travers de notre métier. Voilà. Bien, je vous remercie en tout cas. Je pense qu'on peut déjà dans un premier temps vous applaudir, messieurs.
Merci pour vos interventions. On va passer à quelques minutes de questions-réponses. Alors, qui va poser la première question? Je crois que vous avez levé la main le premier. Et ensuite, on passera au prochain. Merci beaucoup, Aman Mohamed, architecte. Je voulais d'abord vous dire tous les quatre bravo et félicitations. J'ai beaucoup appris. Par rapport à l'architecture, on parle actuellement des matériaux biosourcés, la construction hors site, et tout dernièrement, on a inauguré la cathédrale Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce qui vont devenir les bâtisseurs et les artisans? Merci. Je crois que c'est pour vous, Bruno. Ça, c'est une question complexe. Qu'est-ce que vont devenir les bâtisseurs? Enfin, aujourd'hui, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer les bâtisseurs. Donc l'intelligence artificielle, il va falloir qu'elle soit au service des bâtisseurs. Peut-être, s'ils en ont besoin, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que peut-être qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Et là où elle peut être utile, justement, peut-être, hein, c'est sur des projets spécifiques. Là, on va avoir besoin d'optimiser peut-être des quantités de matériaux ou d'optimiser le coût d'un projet en travaillant sur des bases de données préexistantes. Donc pour moi, longue vie aux bâtisseurs. Merci. Qui voulait poser une deuxième question, monsieur? Et puis après vous, si vous voulez. Oui? Si quelqu'un peut lui remettre un micro. Je vous en prie. Bonjour Bertrand Fétiveau, consultant. Merci pour cette présentation. Je distinguerai, enfin vous avez même fait la distinction entre l'IA frugale et l'IA générative, et ceci me semble absolument essentiel. Parce que l'IA frugale, c'est du data cleaning, comme vous avez pu l'indiquer, ça permet une autonomisation, mais avec un tableur, ça serait plus long, mais on arriverait finalement au résultat. Par contre, l'intelligence générative est quelque chose, à mon avis, essentiel, sans doute une rupture. Freud avait parlé d'une blessure narcissique, hein, avec Copernic, avec Darwin et avec lui-même. Vous avez posé la question de, à la fois, est-ce que c'est intelligent ou médiocre l'IA? Je serais personnellement pour l'intelligence. Je donnerai un petit exemple. En matière d'échecs, le deep learning, il y a eu des coups que l'homme n'avait jamais fait. Et puis, il y a aussi un peu le mythe, alors je ne sais pas si ce n'est qu'un seul membre du conseil d'administration, mais d'une entreprise chinoise qui serait dirigée par l'IA. J'ai tendance à penser que l'on ira vers, pour ma part, une blessure narcissique. Étant un vieux de la vieille, je pensais, dans les années 80, que jamais un ordinateur ne battrait un être humain, et puis l'a battu avec le Go, etc. Ouais, il va beaucoup plus vite et il a tellement de milliards de simulations en tête. Bien, madame. Une seconde, sur l'échec et sur le Go, un truc que j'aime bien dire quand même pour rassurer tout le monde. Vous vous souvenez, donc on a été tous effectivement un peu humiliés, désagréables pour l'humanité quand on a perdu aux échecs pour toujours. On s'était dit, il reste le Go, on a perdu au Go. Mais, un truc intéressant quand même, un vieux prof de Stanford qui me racontait ça. Il prend dans ses cours un type qui joue au Go, mais pas très bien au Go. Bon, il lui dit, viens. Il lui dit, en plus, on va faire un truc, on va donner un avantage unfair à l'ordinateur, on va t'enlever 5 pions, l'ordinateur commence avec 5 pions d'avance. Et devinez quoi, l'ordinateur a perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait été entraîné à jouer contre des gens qui jouent très bien, avec tous leurs pions. Contre un joueur moyen, avec pas tous ses pions, eh ben, il a perdu. La machine ne fait que ce qu'on lui a appris à faire. Madame? Oui, bonjour. Je m'occupe du prix français des femmes architectes. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'IA, là, actuellement, sur scène. Bon, en tant qu'architecte, je voulais vous demander, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du métier? Est-ce que ça va faire comme l'arrivée de la CAO et PAO? Est-ce qu'il va y avoir des suppressions d'emplois? Il n'y aura plus que des hautes technologies dans les agences d'architecture et il n'y aura plus de petits métiers, quoi. J'ai pas la réponse, mais je peux émettre des hypothèses. La première, c'est que
pour moi, dans les agences d'architecture, il n'y a pas de raison qu'il y ait de perte d'emploi finalement. On va simplement avoir des outils qui vont nous permettre de faire mieux notre travail. Donc ça, c'est ce que je pense en premier. Et en second, quand tout à l'heure je disais adaptation, formation et utilisation, je crois qu'il y a un véritable enjeu derrière ça, c'est-à-dire comment les petites agences d'architecture, quand je dis les petites, c'est pas péjoratif, c'est en nombre de personnes, comment elles vont faire pour intégrer ces outils-là. Et je pense que c'est beaucoup plus simple d'intégrer l'intelligence artificielle dans une agence que la CAO, DAO à l'époque, parce que, à mon avis, les coûts sont moindres aujourd'hui en tout cas, et il sera peut-être plus simple de les intégrer et plus rapide. Et d'ailleurs, peut-être que les agences plus petites vont pouvoir aller concurrencer les plus grosses parce qu'ils auront des outils qui seront performants de la même manière. Je le vois un petit peu comme ça. En tout cas, je pense qu'il faut se saisir de la chose parce que l'IA est là et il faut qu'on soit capable de l'apprendre et de l'utiliser au mieux. Voilà. Merci. Autre question? Oui. Oui, Si. jeune homme. Bonjour. Christian Nama du groupe Betom. En fait, j'avais une question si on envisage l'avenir d'un bureau d'études sur le bâtiment. Qu'est-ce que nous, on doit faire aujourd'hui en tant qu'ingénieur, en tant que jeune ingénieur pour pouvoir être compétent à l'avenir? Est-ce que je dois faire un doctorat en IA? Est-ce que... Alors, moi, je parie souvent sur l'intelligence humaine, dans le sens où, encore une fois, une bonne formation, les bases qui sont les plus nécessaires à justement exercer cette intelligence, c'est un socle sur lequel il faut partir. Donc, j'ai envie de dire, évidemment, formez-vous à l'IA, travaillez sur les grands modèles de langage, les grands algorithmes, les principes mathématiques derrière l'IA, c'est quelque chose de très intéressant. Pour autant, et là je rejoins ce qui est dit tout à l'heure, c'est que quand on construit un bâtiment, ou qu'on le détruit ou qu'on le valorise aujourd'hui, etc., vous avez beau le tourner dans tous les sens, il y a une réalité du terrain. Les bureaux d'études, comme d'autres, sont confrontés à des règles, à des conditions d'exploitation, à des conditions de création, à des chaînes de production. Voilà. Donc on a beau arriver avec une solution, et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, qui est magnifique sur le papier parce que technologiquement formidable, mais si ça ne résout pas le problème, encore une fois, de la construction saine pour une bonne réhabilitation demain, etc., on échoue. Et donc un bon ingénieur, c'est d'abord quelqu'un qui va s'intéresser à la raison pour laquelle il va proposer une solution. Et que cette solution, elle soit bâtie sur l'IA, formidable, si, et je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure, si cette solution permet d'atteindre la finalité mieux, plus vite, de manière responsable, par le bon outil. Voilà. Merci, mesdames, messieurs. Je vous prie encore d'applaudir ces messieurs.